Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Birdhouse. Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, Mesdames, Messieurs, et vous qui nous suivez en ligne, vous êtes très nombreux, 180 personnes qui nous suivent en ligne aujourd'hui. Chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi à l'occasion de la Journée internationale des enfants en situation de rue. By the way, je suis Mario Fetz, le secrétaire général de la Fondation Apprentis d'Auteuil International. Dans ce restaurant d'insertion, c'est un restaurant pas comme les autres, le Birdhouse, c'est un restaurant d'insertion diplômant où nous donnons une deuxième chance aux jeunes en décrochage scolaire. Et pendant cette année scolaire, nous avons 15 apprentis en cuisine et en service avec les formateurs cuisine et service qui les suivent et notre coach éducateur. Vous aurez la possibilité d'échanger avec eux après cette conférence et surtout ce soir, et j'espère que vous pourrez tous rester ce soir pour la troisième conférence conclusive qui sera suivie d'un cocktail dînatoire où vous aurez l'occasion de goûter aux spécialités de Birdhouse et échanger avec les apprentis. Alors, nous commençons aujourd'hui cette deuxième conférence. Vous aurez un petit résumé de la part du modérateur tout à l'heure. Et aussi, je voulais vous signaler qu'elle est déjà en ligne. Donc, ceux qui n'ont pas pu la suivre hier, ils sont les bienvenus. En allant sur notre site, ils pourront suivre la conférence qui a été enregistrée, comme celle-ci et comme celle de ce soir. Je vais donc, sans autre, passer à vous présenter Monsieur Tony Burgener, qui va être notre modérateur de cette conférence. Et je vais inviter aussi les intervenants à monter sur le plateau, s'il vous plaît. Et je vais donner la parole à Tony. Merci beaucoup. Ah, voilà. Voilà, merci beaucoup Mario pour ces mots d'accueil. Effectivement, comme Mario l'a dit, j'aimerais juste faire un petit résumé de ce qui s'est passé hier parce que c'était une soirée mémorable. Et puis moi, je trouve que c'était un départ de ces 2 jours qui était très fort. On sera challengé, hein, ils ont mis la barre très haute pour nous, pour effectivement réussir aussi un débat aussi passionnant et aussi concret comme ça a été fait hier soir. Hier soir, on a surtout, et puis pour ceux et celles qui étaient présents ici le savent, probablement aussi pour les internautes qui sont en ligne, ils se rappellent bien, on a mis un peu le cadre par rapport à la problématique, pourquoi ces enfants se trouvent en rue. C'est déjà une des premières questions. Là, la réponse était claire, c'est des raisons multiples qui font que cette situation se présente. Et puis après aussi, un tout petit peu plus par rapport au cadre à donner à ces enfants, comment on peut essayer de les soutenir d'une façon ou d'une autre. Et là, on est assez rapidement venu aussi aux 2 sujets qu'on va creuser cet après-midi, plus particulièrement. D'un côté, les rôles des familles. Comme vous voyez, le titre de la présentation ou de débat ce soir de cet après-midi est les familles et les jeunes acteurs dans ce domaine-là, pour qu'effectivement les familles de leur côté, ça c'était très clairement mis en exergue hier soir, mais aussi les jeunes eux-mêmes qui soient acteurs de leur destin. Puis je pense que là, on avait des interventions très fortes sur ce point-là, des exigences par rapport à ça, qu'on n'oublie pas, qu'on donne la voix aux jeunes pour qu'eux, effectivement, ils prennent conscience de leurs propres possibilités, de tout ce qui est dans leur capacité pour qu'on ne les oublie pas. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a l'occasion avec nos intervenants que je vais présenter maintenant. Première, c'est en ligne, le professeur, là je suis, Larichet, Carl Larichet, qui nous prévient en distance depuis le Québec, l'université de Trois-Rivières, où il est professeur en psychologie et un grand spécialiste de ce domaine-là, particulier aussi de l'implication des familles dans ces problématiques. Et en tant que professeur, il a mené aussi plusieurs recherches, il va y revenir aussi pour nous donner vraiment un tout petit peu son savoir et de ce côté qui permet de creuser ce sujet d'un côté un peu plus psychologique
qui est aussi important, puis ça s'est aussi rappelé hier soir, il ne faut pas oublier la psychologie dans tout ça, il faut la mettre en avant. Et puis, même si on a la peine nous-mêmes, peut-être de reconnaître des fois que la psychologie est importante, elle est extrêmement importante aussi dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'on a aussi un pédopsychiatre ici sur le plateau, le docteur Lieng, Nicolas Lieng, qui est ici à Genève, qui effectivement connaît la problématique des jeunes aussi par son expérience. Et lui-même, il est cofondateur d'une association qui prend en charge cette problématique à Genève. Il va nous en parler en détail. Il a développé lui-même une technique, une méthode pour essayer effectivement que ces jeunes-là puissent s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Vous nous en parlerez tout à l'heure et puis c'est certainement très passionnant. De mon côté à gauche, on a les spécialistes de l'apprenti d'Auteuil qui connaissent très bien le sujet plutôt du côté de Paris, de la centrale, qui gère et qui coordonne ces sujets. C'est M. Christophe Beau qui est en charge de cette problématique et de cette thématique au sein de l'apprenti d'Auteuil. Et sur le terrain, puis je pense que c'est toujours très important, et puis c'est là où on a effectivement le vécu très concret. Et puis là, je dois malheureusement prendre pour le nom de Mme Marie-Madeleine Tchebego. J'ai essayé plusieurs fois, mais OK, on n'est pas toujours facile pour ça, mais Marie-Madeleine va nous parler surtout et avant tout de son vécu au Burkina Faso, où elle dirige une maison de famille, où elle a effectivement la possibilité de voir ça tous les jours et d'influencer le destin d'un côté des familles, mais aussi des jeunes qui sont touchés. Alors, vous voyez, on a effectivement un podium qui est très riche, avec plusieurs expériences, plusieurs angles, puis je pense que c'est ça qui va rendre ce débat assez passionnant. Pour illustrer la première partie, on se concentre un tout petit peu plus sur les jeunes eux-mêmes, jeunes acteurs. On va voir une petite vidéo d'introduction. Elle nous prévient du Pérou, où il y a un projet qui effectivement applique ce concept des jeunes acteurs et mettre les jeunes au centre du projet pour qu'effectivement ils puissent trouver une solution ou plusieurs solutions selon les thématiques. Alors je demande à la régie de nous injecter la... Mi nombre es Jorge, yo soy responsable del dormitorio Coscomaqui, soy el coordinador del dormitorio y también soy parte del equipo de dirección de Coscomaqui. La Asociación Coscomaqui es una institución creada para hacer labor social. Es una institución sin fines de lucro que tiene como fin fundamental crear el dormitorio Coscomaqui para acoger a niños, niñas, adolescentes, trabajadores en situación de calle. Nuestra idea es la de que ellos tengan un espacio libre, abierto, para recibir un acompañamiento adecuado a su situación y puedan reintegrarse de manera progresiva a la familia, al seno familiar, a la sociedad en sí. Pueden estar circulando en todos los ambientes, ¿no? Conversando, socializando desde el comedor, la cocina, la lavandería, el gimnasio. También pueden pedir entrar a la biblioteca donde puedan socializar con jóvenes del barrio de su misma edad, donde puedan también interactuar con adultos del barrio o de otras zonas. Es un espacio reflexivo, de socialización y de interaprendizaje. Hay una particularidad en el trabajo socioeducativo con los niños, niñas y adolescentes de la calle. Es que cada uno tiene un ritmo diferente, cada uno tiene una forma de ser muy particular. Intentamos darles un poco de orden, un poco de organización, de disciplina a esta situación que ya está planteada. Manejamos el dormitorio con los usuarios de manera horizontal. Esto es una herramienta que nos permite justamente medir el desarrollo de capacidades, medir el desarrollo de habilidades de los usuarios en la medida que se van involucrando cada vez más
en la convivencia, en las actividades. Una vez por semana, los días martes, a partir de las 8:30 de la noche, tenemos una asamblea de usuarios del dormitorio. Es ahí que los chicos, los adolescentes plantean una agenda. Entonces es a partir de ahí que nace todo un plan de trabajo, un plan de intervención educativa, un plan estratégico para abordar tal o cual situación que se ha presentado dentro de la convivencia, dentro de las actividades internas y también fuera del dormitorio, porque hacemos acompañamiento en sus espacios en la calle. La cogestión es muy importante para ellos porque así aprenden a llevar a cabo actividades, ya sea con sus pares o también con otras personas, ¿no? Que sepan manejar situaciones, que conozcan en detalle las situaciones y que también puedan darle alguna solución, alguna salida. Y esta es una herramienta muy importante que les va a servir para toda la vida. Hay una problemática de trabajo infantil instaurada en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, así que ellos se van trazando objetivos. Es necesario, por ejemplo, si ellos generan ingresos económicos, que tengan ahorro, que sepan cómo gastar el ahorro. Los principales desafíos que se le presenta a los jóvenes para su desarrollo, para obtener autonomía, independencia, es de justamente qué herramientas tienen o con qué herramientas contar para empezar este proceso. La herramienta muy inicial, muy antigua que tenemos en Coscomaqui desde la fundación del dormitorio desde hace 35 años, que es la caja común. Como son chicos trabajadores, ellos tienen ingresos económicos, ellos manejan una economía y es por eso que a partir de ese ingreso se han organizado en una caja común, en un aporte voluntario a una caja común. Entonces ellos aportan para que puedan tener algunos beneficios, ya sean individuales o también colectivos. Entonces en ese sentido nosotros vamos organizando junto con ellos la disciplina, la administración de sus ahorros, la administración de sus gastos para que puedan tener una idea más clara de cómo llevar una economía en base a sus ingresos y en base a sus necesidades. Ahora también es importante que los objetivos que se van trazando para su formación técnica, profesional, pueda también ser cada vez más cercana al sueño que han tenido. Los acompañamos para que ellos tomen la mejor decisión, para que ellos puedan optar de manera más cómoda a una formación técnica, profesional, que se acomode a sus intereses, tanto educativos, profesionales y también personales. Quienes van a tomar la decisión final para ver qué les conviene con toda la información que se les brinda son los propios jóvenes, porque son los que al final van a llevar adelante estas decisiones. Para eso necesitamos mucha socialización, necesitamos darles mucha información. También se trata de darles confianza, de darles seguridad. También recibe este tipo de aprendizajes muy interesantes. Es decir, el aprendizaje es mutuo, es interaprendizaje y de eso se trata. Los jóvenes también tienen mucho que enseñarnos. Voilà, je trouve que c'était un témoignage qui était extrêmement riche. C'était Jorge Roldan del Solar. Lui, il est éducateur de l'association Coscomaqui, comme vous l'avez vu, et c'est un partenaire d'Apprentis d'Auteuil au Pérou. Alors, je pense que c'est la bonne base pour notre discussion. Moi, je poserai maintenant des questions à nos intervenants, mais j'encourage déjà, en tout cas aussi tous ceux qui sont online, de préparer leurs questions déjà maintenant, de les injecter via la fonction chat rapidement pour qu'ils arrivent jusqu'à moi. Parce que si vous les posez juste à dernière minute, ils n'arriveront pas jusqu'à moi à l'heure. Alors, je vous encourage de poser ces questions. Et puis, dans le public, vous aurez bien évidemment aussi la possibilité de poser vos questions. Alors, j'aimerais bien commencer pour mettre le cadre un peu plus large avec Carl, si vous permettez. Au Québec, à Trois-Rivières,
voilà, on a vu ce témoignage, ça montre, et puis ça a été discuté aussi hier très largement, que l'importance de donner la voix aux jeunes, de les prendre à leur niveau et de leur donner effectivement les moyens de commencer, d'avoir des projets, d'avoir même de rêver de quelque chose de nouveau. Mais en même temps, on a la prière aussi, et on le sait, ils sont dans une situation extrêmement précaire et de détresse, et ils survivent, ils doivent développer des mécanismes pour survivre. Du point de vue psychologique, comment on arrive à approcher, ou comment on peut approcher ces enfants et essayer d'aller dans la direction d'une autogestion ou d'une cogestion? Il faut probablement mentionner au départ que la psychologie, c'est une science de la subjectivité et de l'intersubjectivité. Donc, cette science nous permet de formuler un projet qui nous amène à s'approcher de l'expérience des personnes et à s'approcher également du développement de cette expérience. Et donc, par conséquent, la psychologie nous offre des méthodes pour pouvoir entrer à l'intérieur du monde expérientiel, du monde subjectif des enfants très jeunes et des enfants plus âgés et des adolescents. Ici, la psychologie nous permet en fait d'engager un dialogue avec les jeunes, avec les enfants, sur la base de comment attribuent-ils du sens à ce qui leur arrive et comment, dans un cadre de dialogue, ils ont la possibilité d'exister en s'exprimant à ce sujet. Je reprendrai une définition tout à fait suave que Michel Foucault a donnée à l'expérience, qui est l'acte de creuser son propre espace de parole à l'intérieur du langage. Donc, comment est-ce que j'arrive à exister comme individu à l'intérieur d'un contexte où il y a plusieurs choses qui me sont données, que je dois m'approprier et que je dois transformer pour pouvoir exister. Et de ce côté, évidemment, le fait de porter attention, le fait de prendre au sérieux la parole des enfants et des jeunes, c'est un projet qui est majeur dans la psychologie du développement. Et de ce côté, évidemment, qu'est-ce que ça signifie prendre en considération la parole des enfants? Ça signifie, un peu comme on vient de le voir avec l'intervenant qui a décrit le dispositif au Pérou, ça signifie quels sont les espaces, quels sont les moments, quel est le temps que l'on donne aux enfants pour pouvoir s'exprimer. Première chose. L'autre élément, c'est quel soutien on apporte à ces jeunes, à ces enfants, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler. Et en psychologie, on sait que parler, c'est très, très lié à la pensée. Donc, comment est-ce qu'on soutient la parole chez les enfants? C'est aussi se poser la question, comment peut-on soutenir leur pensée à propos des significations, du sens qu'ils accordent à leur expérience, au monde qui les entoure. Mais aussi, prendre en considération la parole des enfants, c'est également porter attention à la caisse de résonance. Qui va écouter cette parole? Comment va-t-elle être entendue? Comment va-t-elle créer une résonance autour d'eux? Souvent, un des problèmes qui se produit, c'est que les enfants vont constamment être en train de vouloir s'exprimer, mais ils n'ont aucune caisse de résonance pour ces mots et ces significations qu'ils nous proposent. Et le dernier Si élément... vous permettez, je peux... Oui, allez. Parce que là, j'aimerais juste creuser un tout petit peu plus loin encore. Allez. Vous parlez très bien de cette approche que vous devez avoir avec ces enfants, mais on entre un peu dans leur sphère privée, dans leur intimité. On va très, très profondément. Comment on peut gérer ça? Et voilà, en tant qu'adulte, on n'est pas au même niveau que ces enfants. Comment on peut effectivement avoir le contact et briser peut-être, je ne sais pas s'il faut briser quelque chose pour y arriver, pour qu'effectivement gagner leur confiance. Concrètement, comment on peut arriver à ça? Concrètement,
une des premières choses qui est important de faire, c'est d'essayer de se rappeler notre propre enfance, d'essayer de retrouver à l'intérieur de notre esprit à quoi peut ressembler le fait d'être un enfant, à quoi peut ressembler le fait d'être un enfant qui a peur, qui est en colère, qui est triste, qui est joyeux. Et donc, la première source de contact et de dialogue avec les enfants, c'est évidemment nous-mêmes. Et ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Ce que l'on doit faire par la suite, c'est d'utiliser notre imagination parce qu'on ne peut pas tout faire reposer sur notre propre expérience. On doit aussi être en mesure d'imaginer à quoi peut ressembler la vie d'un enfant même avec qui je peux être en train de vivre à l'intérieur d'une famille lorsque je suis le père ou la mère ou l'oncle d'un enfant. Je dois avoir cette capacité à imaginer à quoi ressemble sa petite vie. Évidemment, lorsqu'on est avec des enfants qui sont en situation de rue, on est avec des enfants pour qui la relation avec l'adulte a été est souffrante, a été en rupture, a été brisée. Donc, de ce côté, on doit utiliser notre imagination pour essayer de comprendre à quoi ça ressemble cette vie pour l'enfant et à quoi je ressemble moi pour cet enfant lorsque je viens en contact avec lui. Une fois qu'on a fait ce travail de remémoration de ce que c'est d'être un enfant, de ce travail d'imagination, on a une foule d'éléments qui peut être à notre disposition pour engager la conversation. Et engager la conversation, ça peut être tout simplement de rester présent. Voilà, si vous permettez, Carl, j'aimerais venir et puis avoir un peu le feedback par rapport à ce que vous venez d'expliquer avec Nicolas. D'un côté, OK, on dit, voilà, on a trouvé le contact avec l'enfant. Maintenant, il y a le côté comment lui donner la force, comment de pousser pour qu'il effectivement se voit ses capacités. On a eu des exemples extrêmement parlants hier soir. Ces enfants, ils ont des capacités, ils ont un talent, ils veulent probablement aussi aller de l'avant. Comment après de leur mettre ça en perspective pour qu'ils puissent effectivement franchir ce pas? Oui, merci de cette question. Merci, chers collègues, pour votre intervention depuis Trois-Rivières au Canada. Effectivement, c'est un des défis, l'alliance, on pourrait dire thérapeutique en ce qui nous concerne, les psychologues et les psychiatres, mais de façon générale, l'alliance avec un enfant qui a investi la rue, non pas comme un milieu dommageable, mais comme un milieu porteur d'espoir. Évidemment que nous intervenons avant cette conscience de la dangerosité de la rue, surtout à moyen et long terme, mais on doit aussi, je reviens sur la rue et ce que la rue représente pour l'enfant. C'est un lieu, dans un premier temps, qui permet d'imaginer à l'enfant un meilleur être, c'est-à-dire que l'enfant fuit un milieu douloureux, souvent intrafamilial, difficile, où il y a eu des liens très forts, mais malgré tout, au moment du processus de rue, et même si la situation est encore en lien avec la famille, la situation de rue, c'est déjà une recherche d'un meilleur être, donc on pourrait dire du traitement de la douleur par les actes qui sont permis dans la rue, par cette espèce de liberté que l'enfant peut ressentir, par cette espèce d'excitation, par cette force que, dans un premier temps, l'enfant peut ressentir au contact d'autres enfants, adolescents, personnes de la rue, y compris à l'égard de professionnels qui sont là, présents pour eux. Il faut savoir que la rue, effectivement, est un milieu extrêmement dangereux, mais parfois, quand on voit ce qu'ils ont vécu à l'intérieur de leur propre famille, on se dit que c'est peut-être mieux qu'ils soient dans la rue, parce qu'au moins, une ouverture est possible avec les éducateurs, avec les intervenants, etc. Donc, pour faire alliance avec ces enfants, moi, je crois que c'est très important. Ça a été un petit peu dit par notre collègue au Pérou, qui a fait cette magnifique présentation. Il faut pouvoir reconnaître et se mettre, comme vous l'avez dit, chers collègues, professeurs, se mettre à la place de l'enfant, avec en partie nos références à nous, d'enfants que nous portons en nous toujours. Et je dirais que d'ailleurs, tous les professionnels de la santé psychique doivent pouvoir être très en lien avec leur propre enfance pour pouvoir aider les enfants, et c'est valable dans la rue aussi. Donc, dans ce processus de se mettre à la place d'eux, il faut pouvoir reconnaître les vertus aussi de la rue et du mouvement qu'ils ont fait vers un meilleur être. Pour créer de l'alliance, qu'on soit psy, qu'on soit éducateur, elle passe effectivement par la possibilité de
d'essayer de comprendre et d'avoir une posture, dans un premier temps, qui ne soit pas trop dirigiste, pas trop interventionniste, ce qui est une tendance malheureusement de beaucoup d'intervenants, surtout les intervenants plus jeunes, c'est-à-dire que la rue est tellement révoltante quand on vient en tant qu'adulte de milieux favorisés, voir des enfants dans la rue nous pousse immédiatement à vouloir trouver des solutions pour les sortir de la rue, et on doit se battre contre cette tendance à l'action trop immédiate qui perdrait le contact avec l'essence même de l'enfant. Notre collègue professeur a insisté sur le sens que doit prendre la vie pour l'enfant si on veut qu'il puisse avancer. Effectivement, on va être à la recherche de sens, et pour que ce parcours de rue et de sortie de la rue puisse avoir un sens, il faut pouvoir accueillir sans trop d'interventionnisme, en tout cas dans un premier temps, ou bien, je vais le proposer tout à l'heure dans les projets dont je vais parler, si vous me donnez le temps tout à l'heure, diviser un petit peu l'approche éducative et l'approche psychologique, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui protègent. Les éducateurs, disons, les professionnels dans le milieu socio-éducatif ont quand même cette tâche plus en lien avec la protection de l'enfant et avec la possibilité de le loger, de le nourrir, etc. Les équipes psy, dans l'idéal, quand elles sont présentes et qu'elles peuvent collaborer avec les équipes socio-éducatives, peuvent justement créer des espaces d'accueil où il y a moins de consignes, où il y a moins d'attentes immédiates. Et donc, cette coexistence d'espaces divers est un outil formidable pour pouvoir avancer. Voilà, là, vous me tendez la perche, hein. C'est assez rapidement et facilement vu. Hein. On a abordé plutôt le côté psychologique jusqu'à maintenant, et puis là, ok, la séparation à faire, entre guillemets, entre le côté psychologique et socio-éducatif, qui est effectivement la spécialité de nos interventions d'apprentis d'Auteuil, et dans quel cadre, après cette mise, voilà, plutôt de l'approche auprès du jeune, parlons en situation de rue, plus générale, peut-être pas nécessairement que de le pousser à devenir acteur, mais l'approche en soi, quel est votre principe là-dessus? Quels sont votre concept en général chez Apprentis d'Auteuil pour prendre en compte effectivement la situation de ces enfants? Ce que j'ai beaucoup aimé hier soir, c'était que l'insistance qui a été faite, on parle des enfants en situation de rue. Puis d'un côté, les enfants, il faut donner la parole, il faut les écouter, il faut les mobiliser, et d'autre côté, il faut analyser la situation de rue et puis dans laquelle ils se trouvent. Alors, quelle est l'approche d'Apprentis d'Auteuil par rapport à ça? Moi, je dirais que, en fait, le monde dans lequel sont les enfants, notamment en situation de rue, mais j'ai envie de dire tous les enfants, c'est un monde qui, alors, certes, on l'a connu, et c'est important de se reconnecter à son propre enfant pour pouvoir avoir accès à cet enfant, mais malgré tout, c'est un monde qui nous échappe un peu quand on devient adulte, en fait. Et donc, la meilleure façon, me semble-t-il, d'accéder au monde de ces enfants, c'est de s'intéresser à ce qu'est leur quotidien, c'est de s'intéresser à ce qui fait leur vie dans le réel. Et tout à l'heure, Karl disait qu'il y avait une nécessité à aider ces enfants à accéder à une pensée pour pouvoir l'exprimer d'une certaine façon. Accéder à une pensée pour pouvoir exprimer, ça nécessite un certain nombre de conditions, et j'ai presque envie de dire que la première des conditions, dans la perspective d'un intervenant social, d'un acteur social, c'est de laisser la place. Parce que, je pense que Nicolas disait ça tout à l'heure, mais on a tendance assez facilement, d'une certaine façon, à occuper le terrain, parce qu'on a une volonté d'agir, parce qu'on a... La position de sauveur, c'est une position assez facile quand on est un intervenant social, en fait. Hein, on a envie de sauver facilement ceux avec lesquels on est en interaction. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que l'acteur premier, ce soit l'enfant, et que ce soit l'enfant qui nous enseigne. L'enfant sait des choses que nous ne savons pas. Et si on veut accéder à ce qu'il sait, eh bien, il y a une pédagogie de la question, il y a une pédagogie de l'intérêt, il y a une pédagogie de la curiosité à avoir avec cet enfant, et donc d'aller avec lui s'intéresser à ce qui fait sa vie, en fait. Et sa vie, c'est ses relations avec ses amis, c'est ses relations avec sa famille, c'est ses intérêts, c'est ses talents, c'est ses ressources, c'est ses souffrances, c'est ses combats, c'est ses luttes. C'est ça, en fait. Et donc, je pense que tout travailleur social, et c'est sans doute ce à quoi on cherche en tout cas à accompagner avec nos partenaires à l'international, mais aussi en France, c'est d'avoir une certaine forme d'humilité, en fait, pour pouvoir approcher l'enfant. Si on vient comme un expert de ce que serait
ce qui serait bon pour cet enfant, eh bien, il y a une forte chance à ce qu'on se plante, en fait, à ce qu'on rate. Merci Christophe. Là, tu m'as tendu aussi la perche. Ce qu'a dit Christophe, Marie-Madeleine, c'est qu'il faut pousser les enfants de s'exprimer. Puis quand on a préparé notre entretien, vous avez mis ça en exergue, que aussi dans votre maison de famille, maison de famille, vous leur donnez un espace pour s'exprimer. Vous pouvez nous élaborer ça? Comment vous faites ça dans le contexte de votre maison? On y viendra sur la maison tout à l'heure, que vous aurez la compréhension en détail, mais là, on s'axe un peu sur les jeunes et le besoin de les laisser s'exprimer. Dans notre maison de famille, nous leur donnons un espace afin qu'ils puissent se retrouver tous les jours, toute la famille, et créer un lien entre parents, enfants, et entre aussi familles qui ne se connaissent pas. Ils viennent tous, ils ne se connaissent pas, mais ils vont créer ensemble un lien entre eux et devenir une seule famille. Et dans ce lien aussi, il y a entre les parents et enfants, parce que chez nous, c'est difficile de voir les enfants dialoguer avec leurs parents. Ça ne se fait pas souvent, mais dans cette famille où nous les accueillons, quand ils viennent, les enfants sont libres d'exposer leurs problèmes devant leurs parents. Et leurs parents aussi vont voir que ce que leurs enfants les expliquent, ils n'ont jamais su que cet enfant il avait ce problème. Et après, les enfants vont se rassembler encore, se retrouver dans la maison parce qu'ils viennent chaque fois. Et entre jeunes, ils vont discuter aussi de leurs problèmes. Dire, ah, moi j'ai tel problème. Il y en a qui ont abandonné les cours, mais quand ils vont se retrouver, ils vont savoir qu'ils vont se donner des exemples et puis échanger ensemble. Et surtout que les familles aussi vont savoir que leur enfant a besoin de leur parler. Mais bon, comme c'est la famille africaine, tu n'as pas le droit de parler avec ton papa ou bien ta maman comme ça, mais ce cadre les a permis de se parler sans gêne et de résoudre leurs problèmes avec leurs parents directement. Donc, dans ce cadre-là, vraiment, on remercie les apprentis d'auteurs parce que là, on arrive à pouvoir rassembler les familles et les familles aussi qui sont, comme ils sont vulnérables, ils ne s'approchent pas, ils ne voient pas des gens au fait qui les approchent comme ça. Mais ça les a permis maintenant de rencontrer des personnes où ils ne pouvaient pas les rencontrer et de créer en eux des liens très forts où, au moment des cultures, ils peuvent aller aider une personne à faire des cultures, à cultiver son champ. Toute la famille, tous ceux qui sont inscrits dans la famille, ils vont dans une seule famille les aider à cultiver leur champ. Et vice-versa, ils font le tour comme ça, mais tu ne pouvais pas avoir comme ça. Et surtout les enfants aussi, ils reprennent les cours normalement. Ils disent, ah, moi j'avais abandonné, mais je ne sais pas qu'il y a une famille qui nous aide à pouvoir résoudre nos problèmes. Voilà, on va revenir après encore plus en détail sur le projet de Marie-Madeleine. Vous aurez aussi une petite vidéo là-dessus. Mais avant de ça, je reviens encore une fois aux jeunes, les ayant approchés, jeunes en situation de rue. Et peut-être, voilà, on était en Afrique, mais on est aussi à Genève. Ici, la situation à Genève, là, vous êtes dans le vif du sujet, du concret. Il y a la problématique ici, et c'est pour ça que vous avez entre autres créé votre association et votre projet de méthode de gérer ou de les mettre en valeur. Alors tout à l'heure, en intervenant, j'avais beaucoup en tête mon expérience d'il y a 25 ans au Brésil avec les enfants du microcentre de la Mégapole. Et François Guisan, qui est le cofondateur avec moi de l'association Paidos, avions développé un projet justement psychologique, c'est-à-dire création d'espaces d'expression libre, où on travaillait surtout avec l'imaginaire et le rêve des enfants, parce qu'il est évidemment nécessaire, surtout quand c'est des enfants préadolescents ou même parfois en âge de latence, de pouvoir offrir des espaces où ils sont de véritables enfants, c'est-à-dire où ils peuvent jouer, où ils peuvent créer, et surtout où ils peuvent être reconnus pour ce qu'ils sont, pour leur histoire, pour leur parcours, des espaces où on puisse leur permettre de se reconnecter, pas seulement avec l'avenir, parce que pour penser à l'avenir, il faut déjà pouvoir se reconnecter avec le passé, un passé douloureux, parfois avec des ruptures
de liens importants avec les figures d'amour primaires, les parents, qui ne voient pas parfois pendant des années. Alors là, dans le projet de Marie-Madeleine, on a la chance d'avoir des familles qui sont encore proches, mais quand on travaille dans les centres des villes de type São Paulo, c'est vrai que le lien aux familles est déjà beaucoup plus difficile. C'est tout un parcours pour l'arriver jusque-là. Et pour faire le parallèle avec Genève, puisque vous me sollicitez là-dessus, et effectivement, la création de Paidos a suivi cette expérience au Brésil et a eu comme objectif aussi de donner des réponses aux enfants extrêmement précarisés, notamment des enfants des rues. À Genève, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, des moins de 18 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de 18-25 ans en ce moment qui viennent des pays du nord de l'Afrique et principalement de l'Algérie, avec beaucoup de problématiques psychologiques. Ce sont des enfants adolescents, en fait, des adolescents principalement 16, 17, 18 ans que nous accueillons à l'association Paidos, avec des problématiques importantes d'addiction, quasi le 100%, surtout aux benzodiazépines, parfois d'autres drogues, des problématiques de trafic humain, parfois des jeunes femmes, mais ce sont généralement des jeunes hommes qui sont là. Et les adolescents sont dans une grande souffrance avec des troubles psychiques importants. Aussi la délinquance, non pas comme une identité, mais comme une problématique. C'est comme ça qu'on le voit hier. Lors de la conférence, notre collègue des Nations Unies nous disait les enfants des rues ne sont pas des délinquants. C'est vrai, c'est important de lutter contre cette étiquette, mais ils sont pris dans des systèmes de délinquance et que nous traitons en tant que psy, en tout cas, comme des symptômes d'un parcours, d'un mal-être, à la recherche effectivement d'un meilleur être. Toujours, il faut garder ça à l'esprit. Ils se retrouvent pris dans des trafics, dans des systèmes d'addiction. Malgré eux, il faut pouvoir les aider à en sortir et c'est très difficile. À Genève, actuellement, donc, ils sont une dizaine de mineurs qui sont très bien accueillis parce que, avec les années, les instances gouvernementales, en accord et en collaboration avec les associations comme la nôtre, avons pu créer des systèmes pour les héberger, pour les accueillir. Nous-mêmes, à Paidos, on a un accueil de jour, mais ils peuvent être aussi hébergés quand ils prouvent leur minorité. C'est vrai que dès 18 ans, ça devient très compliqué, mais jusqu'à 18 ans, on peut s'en occuper. La grande difficulté, malgré qu'on puisse leur offrir un certain nombre de possibilités, c'est de pouvoir les garder à un endroit, de les apaiser suffisamment pour qu'ils puissent être preneurs de projets, y compris de formation, qui sont à leur disposition si effectivement ils acceptaient l'aide. Mais la douleur de leur passé, et c'est ce que nous, les psys, on appelle l'hypomanie, c'est-à-dire une espèce de recherche permanente d'excitation, de passage à l'acte pour ne pas ressentir la dépression et l'anxiété, les pousse à bien souvent être en mouvement en Europe et aller de ville en ville. Il y a tout un circuit et on est en train progressivement de se mettre en lien avec les associations françaises, espagnoles, italiennes, parce que ce sont de véritables parcours des enfants des rues qui vont à la recherche effectivement d'un certain bien-être, mais en prenant des risques majeurs. Et je dirais que même l'espérance de vie n'est pas bonne. Il y a beaucoup de décès en route, beaucoup autour des drogues, violences. Et puis, c'est très difficile de pouvoir offrir des espaces qui puissent leur permettre de se poser. C'est pour ça que les espaces psychologiques, et puis un travail particulier qu'on fait avec eux, c'est un outil en fait de médiation thérapeutique qui s'appelle l'autoportrait avec accompagnement psychopédagogique. C'est un projet qui parfois les intéresse beaucoup parce qu'on leur propose de s'exprimer au sujet de leur propre parcours, de leurs idées, de leurs idéaux, de leurs rêves, à travers un outil ludique, mais qui leur permet vraiment de se présenter avec leur histoire, avec leurs rêves, avec leurs projets, à travers des outils vidéo. C'est un vidéoclip d'une dizaine de minutes, ils doivent pouvoir nous parler d'eux. On leur propose avec la caméra d'aller tourner dans les lieux qui sont importants pour eux. On leur propose d'amener, quand ils en ont, des images de leur enfance ou des images qui rappellent le monde vécu dans leur enfance. Et puis finalement, c'est un travail de reconnexion avec leur propre parcours et leur histoire qui leur permet de retrouver un peu le sens d'eux-mêmes, c'est-à-dire un travail sur l'identité, dans l'idée qu'ils puissent sentir qu'ils sont des sujets à part entière et qu'ils puissent entamer des processus non seulement d'insertion future, mais déjà de soins, parce qu'ils sont très mal en point sur le plan psychique. Ce sont des enfants des rues à Genève. C'est une problématique particulière. Évidemment que les enfants de chacun des pays et chacun des projets, y compris au Pérou, demandent des spécificités particulières parce que selon l'âge, selon l'endroit, selon le type de culture et de précarité, on a entendu hier toute la problématique des enfants sorciers, etc. On voit bien qu'il faut vraiment, pour chaque groupe,
d'enfants des rues en fonction de l'âge, de la problématique, de la culture, adapter les méthodes. Ce qui peut-être est une constante, c'est qu'il faut quand même des espaces d'expression. Je pense que les bons éducateurs, et on a senti dans l'expérience à Cusco à quel point effectivement il y a cette ouverture, cette reconnaissance de l'essence, de l'identité des enfants et des adolescents. C'est fantastique, ça c'est vraiment un axe qui est très important. Et pendant longtemps, on l'a un peu oublié cet axe, c'est-à-dire qu'il y a des décennies et des décennies de tentatives d'aide aux enfants des rues, et souvent dans les projets, il a manqué un petit peu cette ouverture à l'identité, à la reconnaissance du parcours de l'adolescent ou de l'enfant. Et je crois qu'on est dans un moment où, petit à petit, les bonnes pratiques, on parlait hier aussi des bonnes pratiques, on assiste vraiment à un changement progressif pour vraiment reconnaître l'enfant, non seulement dans toute sa douleur et sa pathologie psychique, que la rue amène, mais qui vient souvent aussi d'une fragilité de l'enfance. Pouvoir soigner ça, c'est énormément de portes qu'on ouvre pour le futur de ces enfants. Excellent. Écoute, Carl, de votre côté, OK, vous partagez certainement ces approches, d'autres aussi certains outils, vous avez probablement vos propres outils aussi, mais est-ce qu'on arrive à avoir un impact après par rapport à ces jeunes? Est-ce qu'il y a des exemples concrets, et puis je vous poserai la question à vous aussi, est-ce qu'il y a des exemples concrets qu'on peut dire, voilà, c'est ça ce qu'on peut arriver à avoir comme résultat? C'est une question très importante que vous posez là, et c'est une question qui nous demande de réfléchir à qu'est-ce que l'on va considérer comme étant une réussite dans les actions que l'on va poser dans la vie de ces jeunes. Je vais me permettre de parler de ce qui se passe ici à Trois-Rivières et de la façon dont on aborde, on approche cette problématique que mon collègue pédopsychiatre a bien décrit pour le contexte genevois. Ici, à Trois-Rivières, on considère que la rue, c'est un espace de vie. Et donc, c'est un espace de vie que des jeunes occupent, pas seulement de manière individuelle, mais occupent aussi de façon collective. Et à l'intérieur de cet espace de vie, il y a des lieux intermédiaires, il y a des espaces intermédiaires. Donc, ce n'est pas simplement la rue qui constitue leur espace de vie, c'est aussi ces autres lieux. Et l'intervenant du Pérou a bien décrit un de ces lieux intermédiaires qui permet d'accueillir des jeunes pendant quelques heures durant une journée. Mais ce que l'on fait ici, c'est on considère que l'action à poser auprès des jeunes, c'est aussi une action qui est collective. Donc, par exemple, on va inviter les jeunes à faire des projets collectifs autour de leur vision du monde, autour des enjeux qu'ils rencontrent dans cet espace de vie. Et puis, on utilise des méthodes comme, par exemple, une méthode qu'on appelle Photo Voice, donc où on demande à des adolescents de prendre des photos de ce qui a de l'importance à l'intérieur de leur milieu de vie et de pouvoir se réunir et attribuer du sens à ce qu'ils ont pris comme image qui représente des éléments importants et comment est-ce que collectivement, ils vont créer une voix qui va permettre d'être destiné à divers auditoires de la ville de Trois-Rivières. Donc ici, il y a cet élément collectif, mais il y a cet élément de dialogue entre un espace qu'on appelle la rue qui est occupé vraiment de façon tout à fait intense par des jeunes et qui souhaitent entrer en relation avec d'autres personnes qui occupent des espaces qui sont contigus. Donc, c'est un peu la façon dont on approche les choses. L'objectif ici, c'est pas de retourner les jeunes dans leur famille. La famille peut devenir un espace intermédiaire pour eux. Et ça peut être un indicateur de réussite, le fait qu'ils puissent, en retournant dans leur famille, aller chercher des choses. Mais pour un autre jeune, le retour dans la famille n'a aucun lien avec ce que l'on pourrait être en train de considérer comme une réussite de l'action que l'on pose dans leur vie. Excellent. Ouais, Christophe, quand vous entendez ça par rapport aux activités que vous menez de votre côté, voilà, la réussite pour vous, c'est défini, entre guillemets, comment chez Apprentis d'Auteuil par rapport à ces jeunes en situation de rue? Je ne suis pas certain de pouvoir répondre à la question de façon aussi immédiate, mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est que pour pouvoir
atteindre, de pouvoir réussir d'une certaine façon à faire en sorte que ces jeunes puissent penser leur monde, l'exprimer et puis puissent être entendus, c'est la caisse de résonance dont parlait tout à l'heure Karl, ça nécessite beaucoup de créativité de la part des intervenants qui sont autour d'eux. C'est-à-dire que ce que d'ailleurs propose l'outil d'autoportrait, enfin, on voit ici ou là, moi j'ai vu dans beaucoup d'endroits en Afrique ou ailleurs, des espaces de créativité autour du jeu, autour du théâtre forum, autour d'un certain nombre de dispositifs qui permettent aux jeunes, collectivement, individuellement et collectivement, de pouvoir avoir un espace de dialogue, d'échange, de partage. Donc ça nécessite, enfin, encore une fois, je pense que les adultes que nous sommes et qui accompagnons ces enfants, ces jeunes, nous devons nous obliger à élargir un peu plus nos manières d'intervenir, nos champs d'intervention, pour offrir un théâtre d'expression qui soit en cohérence avec la manière dont les jeunes peuvent s'exprimer. D'ailleurs, on le voit à certains endroits, le jeu vidéo devient aussi un espace d'expression, là où parfois, en tant qu'adulte, on le considère comme étant l'objet à bannir. Mais si on ne rentre pas dans leur monde, d'une certaine façon, on va se couper de la possibilité d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, en fait. Donc, c'est à nous, en fait, de nous ajuster, de nous adapter à la façon dont les jeunes s'expriment plutôt qu'aux jeunes de devoir, ou à ces enfants de devoir s'adapter à la manière dont nous, on aimerait qu'ils parlent, en fait. Donc, excellent. Ouais, je pense que là, on a effectivement vu qu'il avait le côté de l'individu, des jeunes, qui est pris en compte. Et puis après, il y a le côté familial qui est essentiel dans tout ça. On l'a entendu hier, que la famille, bien évidemment, joue un rôle. Peut-être il n'y a pas l'objectif, comme Karl l'a dit, de réintégrer les jeunes dans la famille, mais néanmoins, la famille, elle est là. Et puis, elle peut être surtout utile et importante par rapport à la prévention. Et puis, c'est un peu ce deuxième sujet-là qu'on veut aborder maintenant. Je rappelle juste à nos amis internautes de préparer leurs questions parce que j'aimerais les avoir assez rapidement et pour que je puisse les poser. Dans un quart d'heure à peu près, on passe aux questions. Mais d'abord, pour entrer dans ce sujet des familles, on va voir une petite vidéo très courte du centre dans lequel travaille Marie-Madeleine. Et puis elle va nous expliquer après encore un tout petit peu plus en détail la démarche qui est prise sur place. Je peux demander la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Le projet est les apprentis d'Auteuil à Paris. Donc, j'ai accueilli ce projet qui va pouvoir nous aider à apporter un plus au niveau des familles, parce que ce sont des familles vulnérables qui sont ici. Beaucoup de familles ne peuvent pas. C'est les femmes qui font ici, là, qui exercent ici, là, et s'occupent de leur famille. Donc, ce projet accompagne les familles qui sont déjà ici et encore d'autres familles dans la ville de Koudgou. Famille au projet Wampa Kani, ton na famille ramba pour projet singa attaque piwo to la ton be pour moi ton pas mater ruso le compte rigo au compte kwamba seba école la seba ton pas de formation ramba pour ton na da taba wakat ne ni ton bo da famille ramba fante ton na taba ton banga da taba ba ne bon formation ramba qui ne kwamba salsa ton be ka wo sunna ton wa zamsa me la ton pas formation ramba banga ton ke lembe ka ne tini mi ndat ba bo waten te ton zamada par finir ton zamada wa ahma no konton da ton me pa da be ni la ton me yibi nyak bil fon ko nyeme ti me pa da safan mam nim ko manim ti den ton na ri ta projet ngodo bale bum ning fama pam kanwa king da zakon. Voilà, ça c'était Marie-Madeleine dans le centre. Elle est directrice de Kogl Taba. Qu'est-ce que ça veut dire, Kogl Taba? Kogl Taba, ça veut dire centre aidé. Voilà, centre aidé. Centre aidé. Voilà.
Voilà, on parle des familles en situation vulnérable, surtout. Comment vous définissez le côté vulnérable, puis surtout par rapport aux enfants en situation de rue? Est-ce qu'il y a un lien direct entre cette vulnérabilité et la situation dans laquelle se trouvent après les enfants? Parce que si la famille est malheureuse, si la famille ne s'entend pas ou n'a pas de moyens pour s'occuper de leurs enfants, ils sont vulnérables. Et quand nous accueillons les familles dans le centre où nous exerçons, elles font de la coupe-couture, elles font du tissage. Et cette famille s'épanouit. Et ils viennent tous avec leurs enfants, les jeunes, ils viennent, ils apprennent à faire un métier. Et en plus de ça, il y a l'éducation. Il y a l'alphabétisation et il y a l'éducation aussi qu'on les donne. Et entre elles aussi, elles peuvent échanger et des obstacles qui les arrivent. Et aussi, on les apporte un soutien pour, par exemple, faire les papiers de leurs enfants. Il y en a qui accouchent, qui n'ont pas de pièces d'identité, d'acte de naissance. Donc, nous avons la collaboration avec la mairie de chez nous et l'action sociale qui les aide à établir facilement les pièces qu'ils ont besoin. Donc, avec cette famille, ils se retrouvent aussi pour, en tout cas, les jeunes, ils débattent de leurs problèmes et tout ce qu'ils demandent, ils obtiennent et ils sont en groupe tout le temps. Les femmes aussi, ils font des activités entre femmes et les hommes aussi entre hommes. Et après, on regroupe aussi toute la famille. On dit, voilà, il y a un problème ici dans cette cour. On est arrivé plusieurs fois à réconcilier des familles. Quand il y a une discorde dans la famille où le papa et la maman ne s'entendent pas, les enfants aussi deviennent malheureux. Et ça amène d'autres enfants à sortir, à devenir voleurs, puisque quand la femme est marginalisée à la maison, on frappe leur maman, ils ne peuvent pas du tout supporter ça. Ils vont sortir, et le papa ne cause pas avec la maman, les enfants, personne ne cause avec l'autre. Donc, il faut réunir si tu arrives à réunir ces personnes, quand ils viennent ensemble, dedans, ils vont causer ensemble et chacun va trouver la solution avec l'autre. Donc, ça, c'est vraiment très bien pour nous. Ça décrit très bien le côté de prévention, l'importance qu'on donne à la famille et puis leur donner vraiment de les sortir un tout petit peu de cette vulnérabilité. Est-ce que vous avez un exemple très concret? Comment un jeune a pu s'en sortir grâce à ces liens qui ont été tissés dans votre centre? Il y a une famille de jeunes. Et cette famille, c'est une femme qui a perdu son mari. Il a laissé avec 4 enfants. Et ces enfants sont malades. Et à cause de ça, on a renvoyé cette maman de quitter la maison parce que ces enfants, c'est des maladies mystiques. Donc, ils ne veulent pas s'approcher avec. Donc, la maman qui s'est retrouvée toute seule avec ses enfants, les enfants sont découragés, ils ont abandonné aussi l'école. Et ils sont enfermés, restreints avec leur maman seulement. Et dès que nous avons ouvert cette maison de famille, ils ont entendu parler et ils sont venus. Depuis qu'ils sont venus, les éducateurs, les sociaux les rendent visite, ils viennent dans la famille, les enfants, les jeunes qui ne parlaient plus avec les autres, ils ont intégré la famille et maintenant ils sont sortis, ils sont très bien, ils parlent maintenant et ils disent pourquoi et ils ne voulaient pas. Et chacun avait développé quelque chose en lui qui n'était pas bien. Donc, dans cette maison de famille, cette famille qui a tous les 3 enfants et la maman qui est devenue heureuse parce qu'on a sauvé ses enfants. Ce n'est pas nous qui avons sauvé, mais comme ils sont ensemble et qu'ils ont vu les problèmes de l'autre, ils ont pu avoir les solutions de leurs problèmes. Et ces jeunes, ce n'est pas des petits, c'est des jeunes de 20 ans, plus que ça. Et donc, chaque fois, ils viennent, ils disent merci. Et il y a le dernier qui est même il est parti voler une poule qui coûte que combien? 3 000 francs seulement, parce qu'il en avait marre, il ne savait pas quoi faire. On l'a mis à la prison. Et les familles se regroupent, ils vont le rendre visite tout le temps et il est heureux. Il se dit, le jour que je vais quitter, je viendrai m'intégrer dans la famille. Ça, c'est un très beau exemple de montrer comment c'est. Donc, il ne sera plus voleur. Voilà. Voilà. Christophe, ça fait plaisir de voir que ces projets ont leur impact. Maintenant, le concept, vous avez mis ça en place assez récemment chez Apprentis d'Auteuil, c'est tout ce domaine des familles, des maisons de famille. Vous pouvez nous expliquer un peu de l'origine, d'où c'est venu et sur quoi est-ce que vous avez basé ce concept?
En fait, il y a plus de 10 ans, aujourd'hui, la rencontre en fait, entre des acteurs institutionnels, apprentis d'Auteuil notamment, avec des femmes qui se sont retrouvées seules à éduquer leurs enfants, c'était en France, hein, a conduit en fait à créer une première maison des familles. Donc c'était à Grenoble la première année, la première. Tout simplement parce que ces femmes, elles nous ont dit, en fait, on est seuls pour éduquer nos enfants, et le fait d'être seul pour éduquer nos enfants rendent cette éducation encore plus difficile. Et donc, d'un seul coup, on a pris conscience que il y avait une nécessité à créer des opportunités de rencontres, de partage, de soutien pour ces femmes. Je parle souvent de femmes parce que c'est souvent des mères, hein, pour ces mères avec leurs enfants. Et donc cette maison, elle a été créée, donc c'est un espace, et qui vaut après pour les autres, c'est un espace d'accueil inconditionnel, de jour, où les femmes, les mères, les pères peuvent venir pour échanger avec d'autres mères, d'autres pères, sur les défis qu'elles rencontrent, avec des intervenants qui les accompagnent et qui ont pour principale mission, j'ai envie de dire, et c'est une mission extrêmement difficile, c'est de repérer les signaux faibles, les choses qui peuvent se dire de façon délicate parfois, mais qui sont significatives pour ces familles, pour en faire ensuite un projet avec elles. En fait, l'idée, c'est de co-construire les réponses aux attentes, aux besoins qu'elles ont. Et donc, comme cette expérience qui était en 2009, il y a eu une rencontre en 2011. Alors, je me tourne vers Karl parce qu'en fait, ça a été un acteur majeur en fait du développement des maisons des familles en France, parce que j'ai rencontré Karl en 2011 et il m'a parlé du même concept qui se passait au Québec et qui s'est passé 30 ans ou 40 ans avant. Il y a 300 maisons des familles au Québec, donc autant vous dire qu'ils ont un peu la primauté sur notre affaire. Et donc, on a co-construit au bout d'un moment avec le Québec, on a nourri nos réflexions et on a enrichi nos pratiques, et on a aujourd'hui 20 maisons des familles en France. Et on ne s'est pas arrêté là parce qu'on s'est dit, en fait, les familles qu'on accompagne en France, globalement, on peut constater que les défis sont les mêmes pour toutes les familles du monde. Un défi de transmission, un défi d'éducation, un défi de devoir vivre dans des situations de pauvreté. Parce que je voudrais le dire ici, en fait. La pauvreté, c'est quand même, je pense, le phénomène le plus structurant, un des phénomènes les plus structurants des difficultés que peuvent rencontrer les familles aujourd'hui. Parce que c'est un phénomène qui humilie, c'est un phénomène qui discrédite, c'est un phénomène qui disqualifie. Et donc, les maisons des familles, si j'ai envie de dire une chose, enfin pour les caractériser, c'est un espace où on vient retrouver de la dignité. Je pense que Marie-Madeleine en a fait l'expression. C'est un espace où on vient retrouver de la dignité là où elle est bafouée. Et j'aime beaucoup, il y a un philosophe qui s'appelle Avishai Margalit, qui est un philosophe israélien, qui dit qu'une société décente, c'est une société dont les institutions et les communautés n'humilient pas. Et ces familles-là, elles sont souvent la victime de beaucoup d'humiliations. Et donc, on a créé le programme Via Familis, qu'on a appelé Via Familis, qui est un programme de maison des familles en fait à l'international, avec une expérimentation en fait en Afrique, au Mali, au Burkina et au Congo, Kinshasa, et puis en Asie avec le Cambodge et les Philippines, depuis maintenant un peu plus d'1 an. Très bien, alors on vient aux questions. Je ne sais pas s'il y a déjà une question dans la salle. On peut passer le micro. Ou qui souhaiterait s'exprimer? Sinon, j'en ai plusieurs questions qui sont venues par nos amis en ligne. Voilà, réfléchissez alors encore à vos questions. Je vais prendre une première question ici, peut-être pour Karl. Finalement, on a entendu des familles, et puis je sais que vous êtes Christophe vous a bien montré, j'espère qu'il est un bon élève à vous, par rapport à tout ce qui est le concept qui était mis en place. Mais la question ici, c'est, puis peut-être la réponse est liée aux familles, quelle piste pour en finir avec le cercle vicieux du travail des enfants? Là, on est plutôt dans le travail des enfants, mais je pense que c'est lié à la situation en rue. Je ne sais pas, le travail peut faire partie de ça.
Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que Christophe a mis le doigt sur, comme on dit ici au Québec, le bobo. Donc, sur le principal élément qui produit le travail des enfants, la pauvreté. Donc, aussitôt que on met en place à l'intérieur de nos communautés des moyens, des structures, des lieux, des espaces qui permettent aux personnes de pouvoir vivre une vie qui est digne, même si ce n'est pas une vie qui correspond aux critères de richesse que l'on peut avoir à l'intérieur d'un pays, mais de se retrouver à permettre de faire en sorte que la famille, c'est le lieu où on a la possibilité d'être riche de notre expérience et de vivre de manière digne cette vie, eh bien, évidemment, on agit de façon très, très directe sur le travail des enfants. C'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur qui, dans les recherches, dans les études scientifiques sur cette problématique, montre qu'il y a un lien vraiment très, très étroit entre la pauvreté collective, mais aussi la pauvreté familiale, qui souvent n'est pas la même chose, et ce phénomène de travail des enfants, d'exploitation des enfants à partir du travail. Très bien. J'ai une autre question pour Nicolas Plutot, qu'on demande ici. Il faut prendre au sérieux la parole des enfants. Ça, on a entendu, ça vous avez bien expliqué. Mais nous savons que les jeunes sont contraints de ne pas tout dire sur leur parcours. Comment faire face à cela? Alors, de réponse, peut-être la parole des enfants, oui, il faut la prendre au sérieux, mais attention, parce que les enfants des rues ont développé une parole qui leur permet de survivre. Et donc, la première parole qu'on va recueillir dans la rue, ce n'est pas la parole qui va forcément correspondre à leurs besoins réels, à leur essence, parce qu'ils se sont habitués, pour être en contact avec la société au sens large, d'avoir un discours qui suscite chez l'autre une certaine compassion et dans le but de pouvoir recevoir de l'aide. Donc il faut sortir des discours construits, justement à travers tout un travail d'alliance et de confiance pour pouvoir accéder à un autre discours. Cet autre discours, il est très important. Il vient par la parole, mais il vient aussi par l'expression. Cela dépend aussi évidemment de l'âge. Par exemple, quand on travaille avec des enfants des rues de 8, 9, 10 ans, parfois, leur réalité s'exprime à travers le jeu. Il faut prendre du temps de jouer avec l'enfant. Pas jouer à un jeu de société, mais jouer à des jeux créatifs, des jeux de rôle, du dessin, commenter le dessin, parler de leurs rêves, etc. Et c'est comme on le fait dans le travail psychothérapeutique avec des enfants qui ne sont pas forcément de la rue. On les découvre dans leur essence, non pas à travers une parole qui vient petit à petit avec le temps, avec l'évolution, mais aussi avec des médiations et aussi avec une sensibilité particulière. Et puis la deuxième question, c'était ? Non, c'était justement... mais nous savons que les jeunes sont contraints de ne pas tout dire sur leur parcours. Comment faire face à ça alors voilà, tout à fait. Donc pour cet internaute qui pose cette question, je crois que l'intérêt, c'est vraiment de développer des outils personnels dans le lien à l'enfant, mais aussi des outils qu'on appelle de médiation thérapeutique. Par exemple, cet outil qui s'appelle l'autoportrait avec accompagnement accompagnement pédagogique et psychologique, c'est que des psychologues et des éducateurs vont accompagner l'enfant dans une co-construction de quelque chose qui reste dans le registre du symbolique, mais qui représente vraiment leur essence et qui leur permet de se mettre en lien avec la réalité, de penser l'avenir, etc. Mais notre collègue de Trois-Rivières nous a aussi parler de la photo, c'est aussi une autre médiation thérapeutique qui vraiment est pourvoyeuse d'identité et qui, j'aime beaucoup ce projet, qui est aussi en lien avec la société, c'est-à-dire qu'à travers les photos des enfants des rues, il y a l'idée de sensibiliser la population parce que, en fait, la culture environnementale des enfants de rue va beaucoup déterminer leur avenir, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix sensibiliser les publics, la société aux problématiques des enfants des rues, pas seulement en disant que c'est intolérable qu'ils soient dans la rue, bien sûr que c'est intolérable, bien sûr qu'il faut se battre contre la pauvreté, qu'il faut leur trouver des lieux adéquats et des personnes adéquates pour les accompagner, mais il faut pouvoir sensibiliser la population effectivement à quelque chose qui est plus en lien avec leur identité,
leur espoir, leur vision du monde. Et donc, être acteur, on a beaucoup parlé d'être acteur de sa vie, c'est aussi l'idée de trouver une place, pas seulement dans le groupe proche, mais dans la société. Donc la reconnaissance sociale passe aussi par un travail de sensibilisation que nous, en tant qu'association, pouvons aussi favoriser par des expériences comme celle de Trois-Rivières, et ici même à Genève, à travers des expositions, en donnant la parole aux enfants des rues. Hier, nous avons eu Dedo qui nous a parlé de son parcours. Merci beaucoup d'avoir été là hier. C'est absolument précieux. La parole des personnes qui ont passé par la rue ou des enfants de la rue eux-mêmes est essentielle. Merci beaucoup, Dedo. On le verra dans le deuxième débat de nouveau. Et puis, c'est justement le côté d'identité et perception de ces enfants qu'on va aborder dans la toute première partie du deuxième débat, où il y a d'autres intervenants aussi. J'ai une autre question, plutôt pour Christophe. La formation des éducateurs que vous êtes, qui travaillent auprès des enfants en situation de rue, inclut-elle systématiquement un aspect psychologique? Je pense qu'on fait un peu le lien d'un côté. Oui, je pense que c'est nécessaire d'avoir au moins quelques... et en fait, là aussi, il faut distinguer ce qui se passe parfois dans les pays européens, enfin occidentaux, et puis ce qui peut se passer dans des pays où il n'y a pas forcément les centres de formation pour travailleurs sociaux. Enfin voilà, on sait qu'il y a aussi une carence de formation pour un grand nombre d'intervenants dans des pays qui en sont dépourvus. Et donc, alors pour le coup, on a l'expérience à Apprentis d'Auteuil d'accompagner des travailleurs sociaux dans le monde où on offre de la formation, et dans ces modules de formation, évidemment qu'il y a un certain nombre d'éléments, notamment par exemple pour comprendre comment fonctionne le développement d'un enfant. Donc il y a évidemment des apports de ce point de vue-là sur la posture des travailleurs sociaux dans la relation d'accueil, d'observation, d'accompagnement. On l'a vu combien c'est un métier d'orfèvre en fait, hein. C'est un métier extrêmement délicat, le métier de travailleurs sociaux. Ça me permet de dire d'ailleurs aussi que dans bien des endroits, et peut-être même d'ailleurs dans des pays européens, c'est un métier qui est assez peu reconnu en fait. J'ai souvent entendu en Afrique que s'occuper des enfants des rues, c'est indigne en fait. Et donc ceux qui s'en occupent sont déconsidérés alors qu'ils devraient être les premiers. Vous savez, c'est comme ce qu'on a vécu avec cette crise sanitaire, ceux qui étaient en première ligne, qu'on considère en général pas suffisamment, eh bien, on le voit pour les travailleurs sociaux en Afrique ou en Asie, où en fait, c'est comme le métier, comme les personnes dont on s'occupe ne sont pas dignes d'être accompagnées, dignes d'être soutenus, ceux et celles qui s'en occupent sont eux-mêmes mis au même, enfin considérés de la même façon. Donc, vous voyez combien l'enjeu est fort non seulement c'est systémique d'une certaine façon, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de considérer les enfants des rues, c'est aussi considérer ceux qui s'en occupent. Prendre soin des enfants des rues, c'est prendre soin aussi de ceux qui s'en occupent. Voilà, ça m'amène en tout cas à la dernière question des internautes, et puis après j'attends quand même encore une ou deux questions du public ici, avant de conclure. Voilà, ça c'est lié un peu à ce que Christophe dit, Marie-Madeleine. La question c'est un peu quelle est la situation de ces enfants en rue, plus concrètement, de quoi parle-t-on effectivement, et puis en plus en détail, est-ce qu'ils ont quand même un certain type de travail, et est-ce qu'ils ont une chance d'être scolarisés? Si vous pouvez nous donner un peu l'exemple du Burkina, qu'est-ce que vous vivez en réalité sur le terrain? Au Burkina Faso, pour les enfants de la rue, nous nous occupons de toute la famille et nous empêchons que les enfants soient dans la rue en les donnant, les occupant et en les permettant de venir échanger et de dire ce qu'ils veulent. Madame, si j'ose vous interrompre, la question c'était quelle est la situation de là où vous ne réussissez pas de les emmener dans votre... Quelle est la situation des enfants en rue, concrètement? C'est ça ce que l'internaute aimerait savoir. La situation des enfants... Voilà, qui sont effectivement en rue et qui n'ont peut-être pas de travail, ou oui, qui sont scolarisés ou pas. Bon, leur situation, c'est comme les autres familles dans les autres pays. Ce n'est pas du tout bon.
Ce n'est pas bien, mais bon, à cause des associations qui se trouvent, on les amène à apprendre un métier. Par exemple, nous avons eu à former des enfants de la rue, une dizaine d'enfants vraiment de la rue, à les sensibiliser, à les faire quitter la rue et à les apprendre à faire un métier tel que la couture. Et ces enfants ont bien réussi. Et Pour les garçons, c'est quoi? Des garçons. Pour les garçons, la culture. Pour les garçons. Ah, très bien, excusez-moi. Pour les garçons. Grand faux pas. Parce que les filles, au fait, les filles ne sont pas dans la rue comme ça. C'est les garçons qui sont dans la rue. Okay. Et ils ont quitté la rue, ils sont devenus des tailleurs, ils sont contents et ils sensibilisent leurs camarades de laisser pour venir apprendre. Mais c'est un gros travail qu'il faut faire parce que pour les approcher même, c'est pas facile. C'est des gens qui fument la drogue, qui font comme ça. Donc, il faut un peu les approcher et puis les sensibiliser, les montrer le bienfait d'être avec les autres. Parce que quand ils sont dans la rue comme ça, ils sont frustrés de leurs parents. Ils sont fâchés de tout le monde, au fait, de ce qu'ils ont vécu à la maison ou dans la société. La société, ils sont pas contents parce qu'ils se disent que tout le monde est pareil. Donc, ils se mettent dans la rue et puis ils font du n'importe quoi. Mais quand tu arrives à les sensibiliser et à les faire venir, à leur donner ce qu'ils ont besoin et à les faire être autonomes, ils sont contents. Voilà, donc c'est la formation et puis l'alphabétisation aussi. On les fait revenir et ils repartent dans leur famille. La famille aussi accepte de les accueillir. Voilà, je pense qu'avec un tel témoignage, on pourrait conclure, mais je vous donne quand même, voilà, on a quand même une question dans la salle. Je vous donne la parole. Si vous pouvez juste vous présenter et après nous poser la question et à qui vous posez la question. Thank you very much. I'm Franca. Merci beaucoup. Je m'appelle Franca de Charity. Je représente l'ONG qui est chaperonnée par les Nations Unies. Donc, ça fait 2 semaines seulement que cela existe. J'écoute depuis hier et j'écoute aujourd'hui ce qui est dit. Je n'ai pas de questions à vrai dire. En fait, il faut que je réfléchisse moi-même aux questions que je pourrais avoir parce que très souvent, il y a cet aspect de dépendance des autres, les autres qui répondent aux questions. Mais parfois, le pouvoir se trouve en soi. Donc, je devrais pouvoir répondre à ma propre question. J'aimerais rajouter quelque chose. Donc, je reviens à ce que disait Maria-Madeleine vis-à-vis de la question concernant la situation, la véritable situation des enfants dans la rue. La situation est vraiment compliquée. On doit être dans le système pour comprendre exactement ce que cela veut dire pour un enfant d'être dans la rue. Donc, il y a la misère, la pauvreté, mais ce n'est qu'une petite partie. Dans le système familial, il y a la mort de la maman ou alors le décès d'un père. C'est quelque chose qui peut résulter en un nouvel époux, une nouvelle épouse. Et lorsque cette nouvelle personne arrive dans la famille, et il peut y avoir des jalousies vis-à-vis des autres enfants qui sont déjà là dans la famille. Donc, cette personne, la femme, la nouvelle épouse ou le nouvel époux, trouve une façon de créer une situation qui va forcer les enfants ou la femme ou le mari à aller dans les rues. Il y a 10 ans à peu près, j'ai fait une étude sur les enfants qui étaient accusés au Nigeria de sorcellerie. Et c'est exactement ça qui se passait avec la plupart de ces enfants. Le décès des parents ou le décès au sein de la famille. J'ai regardé des vidéos où des individus sont rentrés dans le système au Nigeria et qui ont aidé les enfants à devenir quelque chose. Il y a certains enfants qui sont trouvés
dans les rues, qui sont assez intelligents, peuvent arriver jusqu'au niveau universitaire, surtout au Nigeria. Il y a beaucoup d'enfants comme cela, mais ces enfants ont besoin de soutien, ont besoin d'accompagnement. Parfois, la réponse que je me donne, c'est qu'il faut faire quelque chose. Il faut offrir de la formation, il faut faire quelque chose avec les familles, parce qu'il s'agit de la responsabilité civile. Moi, j'ai travaillé en tant que missionnaire à Londres par le passé, pendant 6 ans, et j'ai vu comment les enfants du niveau primaire sont formés à la responsabilité civique. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire dans notre situation africaine parce qu'un jour, il y aura un problème et on ne va pas pouvoir avoir de financement d'organisations internationales. Et dans la situation africaine, nous avons pourtant des personnes très riches qui pourraient aider, mais il y a ce double standard où les enfants des riches vont aux meilleures écoles et les enfants des pauvres sont laissés dans des écoles publiques. Et donc, il n'y a pas de financement et donc, ils ne sont pas éduqués. Merci pour ce témoignage. C'est une belle conclusion pour cette séance. Je sais qu'il y a d'autres questions qui peuvent surgir pendant le prochain débat. Que pouvons-nous faire de plus afin de trouver une solution? C'est peut-être un grand mot, mais au moins une approche pour améliorer la situation. Ce sera le contenu du prochain débat. Merci beaucoup à toutes et à tous, à tous nos invités, à Karl, Nicolas, Christophe, Marie-Madeleine. C'était une discussion dynamique. C'était un bon débat. J'espère que vous avez appris des choses. Et comme Nicolas l'a dit, on a parlé de ces questions et ça vous permet ici, dans cette salle et des 180 personnes en ligne, d'aborder ce sujet. C'est une manière importante d'apporter ce sujet devant tout le monde et merci aux apprentis d'Auteuil. Thank you very much, Tony. Merci beaucoup à notre modérateur, Tony Burgener, qui a modéré ces discussions avec beaucoup de panache et brio. Merci beaucoup aux intervenants avec tout leur savoir qui sont intervenus. Merci beaucoup à Karl Charité de Trois-Rivières pour l'intervention aussi. Merci à vous pour vos questions. Et juste peut-être quand même une chose, c'était pas le sujet, mais j'ai entendu parler tellement justement des formateurs et de fait que pas tout le monde a la même chance d'avoir la même formation. Et Apprentis d'Auteuil a justement développé un concept qui s'appelle Carnet numérique, Digital Notebooks, qui est une formation très, très complète et très pratique. Nous faisons plusieurs modules. Nous avons développé un premier module, c'était pour les mineurs non accompagnés, en France et en Europe, et où justement on a donné les outils aux éducateurs de se former en avançant pas à pas, parce que pas tout le monde a la même formation, pas tout le monde a les mêmes outils, et c'est une formation très très pratique. Nous sommes en train de développer maintenant le carnet numérique numéro 2, c'est pour les enfants en situation de rue, justement dans les pays dont nous venons de parler. Et nous allons sortir ce module sous peu, sous 6 mois à peu près, et justement c'est là que nous verrons que plusieurs éducateurs qui n'ont pas la chance d'avoir la formation qu'on a en Europe pourront justement se connecter, échanger avec d'autres, et donc on va avoir le fameux multiplier effect, c'est-à-dire nous allons former jusqu'à 2000, 3000 éducateurs un peu partout éparpillés dans le monde de façon extrêmement interactive avec ces modules. Donc, merci beaucoup encore au public, merci aux internautes qui vous avez suivis, très nombreux. Nous avons maintenant une petite pause, pas très longue, mais quand même 40 minutes, puisque
à 18h30, nous commencerons la troisième et dernière séance, la troisième et dernière conférence conclusive de ces 2 journées, et elle sera aussi modérée par Tony Bourganer avec d'autres invités sur le plateau. Donc, on peut faire une petite pause, mais s'il vous plaît, à 18h30 sharp, venez ici. J'espère que vous pouvez tous rester, en tout cas une grande partie, surtout parce qu'après, vous aurez aussi le cocktail dînatoire en prime, servi par notre chef et nos apprentis, et ça devrait vous motiver à rester, en plus de ceux qui vont nous rejoindre à 18h30. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci.